Comme un jeudi sur deux, retrouvez le rendez-vous de la médiatrice autour de 13h20. Cette semaine, coup d'œil sur les nouveautés de la rentrée. D'ici là, une grande table des idées avec notre invitée, la philosophe Joëlle Zask. Elle était venue nous parler il y a un an des méga-feux, sujet qu'elle avait abordé dans un livre, Quand la forêt brûle. Elle a depuis été consacrée du prix Pétrarque de l'essai France Culture. Elle revient en cette rentrée avec Zoo City, chez Premier Parallèle, son éditeur, où elle s'interroge sur l'irruption dans l'espace urbain d'animaux sauvages. La ville, future arche de Noé. Bonjour Joëlle Zask. Bonjour. Bonjour, merci à vous d'être avec nous. Pendant le confinement, c'était un peu le monde à l'envers, il faut dire, pour ceux qui vivent en ville. Le temps s'est arrêté, les flux ont été suspendus, même la pollution a baissé. On a aussi vu quelques animaux se balader dans nos villes, des canards, des biches, des renards ou des singes. Le tout à pas de loup. Je suis persuadé qu'il y a ici un espace, un champ des possibles des relations avec le vivant qu'on a massivement sous-évalué du fait qu'on a cru dans la tradition moderne que comme c'est de la nature, ça n'était susceptible que d'être géré par du rapport de force quantitatif ou brutal, alors que le vivant est régi par des communications omniprésentes. Simplement, ce ne sont pas des communications humaines, ce n'est pas de la parole double articulée, ce n'est pas de la discussion de café, mais c'est des communications très riches. Et la question, c'est est-ce qu'on est capable de se déplacer jusque dans ces formes de communication pour négocier des modus vivendi avec les autres formes de vie. Premier témoignage qu'on écoute dans cette grande table, c'est le témoignage de Baptiste Morisot, philosophe qui, comme vous, a étudié, repensé ces possibles, et notamment la question de la communication entre les espèces. À ce fantasme d'ailleurs de l'égalité, il préfère la notion, lui, d'égard ajusté à la forme de vie des autres. On écoutera, vous, votre perception de cette cohabitation possible entre les hommes et les animaux. Là, elle ne s'est pas si mal passée pendant ce confinement. Est-ce que ce livre est né de cette surprise du fait de voir arriver, se balader dans les villes, dans la ville, des animaux, Joëlle Zask? On peut dire que cette surprise a renforcé la problématique du livre, mais en fait, le livre est largement antécédent. Je l'ai commencé 1 an avant le confinement, et le confinement m'a permis de le terminer beaucoup plus rapidement que ça aurait été le cas si j'avais continué mes activités. Et en fait, l'élément déclencheur a été l'arrivée d'un essaim d'abeilles dans mon micro-jardin de Marseille, qui se trouve à 2 pas du métro. Abeilles qui étaient au nombre de 80 000 environ. D'après l'apiculteur qui est venu récupérer l'essaim et l'a déplacé dans un endroit plus éloigné des habitations. Et là, je me suis demandé, mais que viennent faire ces animaux dans la ville? Pourquoi les abeilles investissent-elles cet endroit si urbain, tandis que, apparemment, d'après ce qu'on entend, elles abandonnent les campagnes? Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir. Ça a été un peu un choc, même si depuis j'ai appris que les abeilles, qui se sont installées sont domestiques et non sauvages, et que encourager leur installation n'est pas forcément très bon pour la biodiversité, celle des abeilles sauvages en particulier. Eh bien, en tout cas, ça m'a fait ouvrir les yeux justement sur la vie sauvage dans les villes. Et du coup, je pense que c'est un peu le point de départ de ce livre. C'est-à-dire comment penser la ville, non pas contre le sauvage, mais avec. Et du coup, que nous dit la ville du sauvage? Comment redéfinir justement le sauvage de manière à en intégrer, je dirais, les bons côtés, en quelque sorte, au sein de notre existence urbaine. Voilà, ça interroge nos manières d'être vivants, pour reprendre d'ailleurs le titre du dernier essai de Baptiste Morisot. Ces animaux, ils étaient déjà là. De toute façon, le confinement les a seulement rendus visibles, nous rappelez-vous, Joëlle Zask. Il y a quand même une ironie de l'histoire, c'est que le virus, le coronavirus, qui nous a fait nous confiner au printemps dernier, il est né d'un marché d'animaux à Wuhan, ce qui ne donne pas l'idée d'une perspective heureuse de cohabitation, en tout cas, entre les animaux sauvages et l'homme. Alors exactement, c'est que on s'est trouvé dans une situation tout à fait paradoxale et qui définit assez bien les deux extrêmes, en quelque sorte, entre lesquels j'essaie de me placer. D'un côté, l'émerveillement un peu romantique, que je partage, je dois avouer, mais dont je me méfie parce que il véhicule finalement une image un peu mythologique et très romantique de l'animal. Et puis, de l'autre, le dégoût, la phobie, la peur, l'horreur, qui débouchent sur des formes d'extermination et d'éloignement. Donc, en fait, ce qui me semble important avec effectivement l'exemple du coronavirus, c'est que l'important, c'est de trouver la bonne distance. Je veux dire, comment se situer vis-à-vis des animaux de manière à ce qu'on évite à la fois de
les embrasser en quelque sorte, de les faire rentrer dans nos maisons, que ce soit dans notre assiette ou dans notre salon, de les accueillir à bras ouverts comme si la cohabitation avec les animaux allait de soi. Et puis de l'autre côté, à l'inverse, d'une certaine façon, comment justement créer des modalités de partage d'espace avec eux de manière à ce qu'on ne soit pas contraint en quelque sorte de nous en débarrasser et d'influer sur leur comportement de manière à ce qu'ils nous fassent qui nous dégoûtent, qui nous fassent horreur, qui nous effraient. Et donc, entre d'un côté l'accueil sympathique, la communion avec l'animal, et de l'autre, je dirais, le rejet brutal, il y a un juste milieu à atteindre, et c'est celui-là que j'essaie de décrire dans mon livre. Mais l'idée de cette cohabitation ou coexistence, on va y revenir, est-ce que c'est une perspective quand même réaliste, un possible qui pourrait advenir, ou est-ce que ça reste très utopique tout ça ? D'abord, j'insiste sur le mot de coexistence et pas sur celui de cohabitation. Et la coexistence est un idéal beaucoup moins contraignant, je dirais, en particulier au plan éthique ou politique, et même urbanistique ou architectural, que l'idée de cohabitation. On n'a pas à cohabiter avec les cafards, avec les goélands, avec les chevreuils ou avec les renards, mais par contre, coexister avec eux est tout à fait envisageable et beaucoup plus simple d'une certaine façon. La coexistence, finalement, suppose la proximité géographique, et la question est de savoir comment gérer la proximité géographique pour qu'elle ne se transforme pas en promiscuité. Voilà. Et donc, la pandémie aujourd'hui est clairement liée à une promiscuité excessive. Et donc, garder ces distances devrait faire partie de notre idéal, d'une certaine façon, à la fois urbain et citoyen. Et c'est un peu la question que je pose. Donc, en fait, à partir du moment où on s'interroge sur les conditions d'une coexistence réussie, les problématiques se déplacent. Il ne s'agit plus de communiquer, il ne s'agit plus d'embrasser, il ne s'agit plus de comprendre, il ne s'agit plus de sympathie ou d'union intime, il ne s'agit plus d'identité, il s'agit au contraire de pluralité. Ce dont il s'agit, c'est d'aménager un espace de manière à ce qu'une multitude d'êtres, y compris une multitude d'êtres humains d'ailleurs, puissent conduire leur vie sans interférer trop brutalement les uns avec les autres. Et là, en l'occurrence, par exemple, creuser des passages sous les rues, surélever légèrement nos maisons, boucher nos greniers de manière à ce que des fouines ou des belettes ne s'y installent pas, ce qui nous empêcherait de dormir pendant tout le printemps, et choses de ce genre. Par exemple, aussi recouvrir les fenêtres des immeubles ou des gratte-ciel, des immeubles en verre d'écrans anti-reflets. Tout ça sont des dispositifs finalement relativement simples qui permettraient aux oiseaux de ne pas s'écraser, aux belettes de ne pas nous envahir, aux renards en quelque sorte de faire leur terrier sans avoir sans avoir à nous imposer une présence intempestive et choses de ce genre. Donc, quand on regarde, on consulte justement des solutions qu'on appelle d'éco-design ou écologiques, on se rend compte qu'il y a toutes sortes de solutions finalement qui sont relativement simples et qui évitent justement bien qu'on souffre d'une trop grande promiscuité avec les animaux, mais en même temps qui nous permettent de profiter de ce qu'il y a de merveilleux dans la coexistence avec eux. La parenthèse du confinement s'est refermée. Les animaux sont repartis. En tout cas, c'est le sentiment qu'on en a, où ils sont retournés se cacher. La vie urbaine intense, accélérée, humaine ou volatile a repris. Hier, c'était donc le monde à l'envers. Demain, peut-être le grand retournement. C'est en tout cas la question et la situation que vous envisagez dans ce livre Zoo City, Joël Zask, des animaux sauvages dans la ville, qui paraît aux éditions Premier Parallèle. Le grand retournement, ce serait à vous lire des villes de plus en plus naturelles et des campagnes de plus en plus dénaturées. Ça, c'est déjà ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, puisque la ville ne cesse de s'étendre. On revient d'abord à cette hypothèse des animaux en ville avec ce sujet tout droit sorti de la télé. C'est l'un des plus gros mammifères du monde, le rorqual. Il mesure 20 mètres. Cette semaine, 2 d'entre eux ont surpris les patrouilleurs. Oh, elle vient vers nous. Bah, bouge plus, c'est bien. Du parc national des Calanques. Dans le même temps, à 1700 km plus au nord, un troupeau de chèvres envahit la paisible bourgade de Llandudno, au Pays de Galles. Elles sont bien plus apprivoisées que les rorquals, mais jusque-là, elles ne dévoraient pas les espaces verts de la municipalité.
Alors les animaux, sauvages ou pas, profitent-ils de notre confinement ? Il n'y a pas de données statistiques aujourd'hui qui permettent de dire ça. Il y a simplement des constatations visuelles évidentes. Les singes, à Lopburi en Thaïlande, beaucoup plus nombreux, beaucoup plus affamés que d'habitude, en l'absence d'habitants ou de touristes pour les nourrir. Les effets visibles du confinement, c'est ça, c'est voir des espèces qu'on ne voyait pas mais qui étaient déjà là. Et ça vaut aussi bien pour la Thaïlande que pour l'Île-de-France. Les canards de Paris, il y en a dans tous les bassins, c'est pas un problème. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils soient allés à la Comédie Française prendre leur billet. Mais le retour des animaux, dans des zones désertées par l'homme, n'a pas uniquement des effets positifs. Le sanglier qui envahit des espaces occasionne des dégâts aux cultures qui pèseront sur la production alimentaire ensuite. Il ne faut pas avoir une vision trop naïve et enchanteresse de la vie animale sauvage à laquelle on laisse libre cours. Voilà, il ne faut pas avoir une vision enchanteresse de cette situation, nous disait le monsieur de la télé à l'instant, Joël Zask. C'est vrai qu'on parle de jungle urbaine. La ville, est-ce que ça reste pas aujourd'hui encore quand même un milieu hostile pour les bêtes ? Est-ce que nos villes ont été pensées d'une manière ou d'une autre ? Et j'aurais tendance à penser que non pour la vie animale. Donc comment imaginer que demain, on puisse avoir plus d'animaux sauvages dans la ville, vu l'état actuel de nos villes ? Alors bien sûr, les villes évoluent, il faudrait sans doute les transformer, mais si la ville est hostile à l'animal, elle est aussi hostile aux êtres humains. Et c'est cette hostilité finalement que, je pense, l'apparition de quelques animaux sauvages tout à fait banals ont révélé. C'est-à-dire que en réalité, la violence que nous infligeons aux animaux, c'est une violence que nous nous infligeons à nous-mêmes ou qui nous a été infligée. Et donc, je pense que tant que la ville ne sera pas agréable pour les animaux et viable pour des espèces multiples, elle ne sera pas non plus viable pour nous-mêmes, d'une certaine façon. En l'occurrence, bien sûr qu'il y a des animaux sauvages dans les villes depuis toujours, il y en a même beaucoup, il y aurait 1500 espèces dans Paris, il y avait des grillons dans le métro parisien jusqu'à ce que le basalte soit remplacé par du béton et que il devienne interdit de fumer alors que les grillons se nourrissaient de mégots de cigarettes. Donc il y a bien sûr une présence des animaux dans la ville. Ce sont des animaux parfois qu'on appelle opportunistes. Mais ce qui me semble important, c'est justement à l'occasion de l'apparition de ces animaux, au lieu de dire « nous étions tous enfermés, confinés, les animaux sont apparus, la nature reprend ses droits, les animaux viennent dans la ville parce que nous n'y sommes pas », ce qui rejoue le dualisme finalement et ce qui nous oblige à penser que d'une certaine façon nous sommes les chats et que les animaux sont les souris, ce qui est une vision complètement fausse. Il faudrait au contraire se demander pourquoi nous n'avons pas pris en considération ces animaux qui, tant bien que mal, se sont adaptés à la ville. Donc je pense qu'il y a tout un travail d'assouplissement cérébral, en quelque sorte, et culturel, à faire de manière à ce que, au lieu de voir dans la ville et d'agir dans la ville contre la nature, qu'il s'agisse de l'éradiquer, comme c'était le cas dans le temps passé, qu'il s'agisse de la mettre en pot, qu'il s'agisse de la tenir en laisse, qu'il s'agisse de la tenir en cage, qu'il s'agisse de la clôturer, etc. Donc au lieu de construire la ville contre la ville, on pourrait la construire, au lieu de construire la ville contre la nature, on pourrait au contraire la construire à partir de la nature. Et là, je reviens à une image que j'aime beaucoup, qui est celle de la place du Platane, qui était la place grecque par excellence, l'agora justement. Et cette place du Platane, c'est une place qui est construite à partir du Platane qui est préexistant, de même que Paris est construit à partir de la Seine, même si Paris a connu 7 murailles successives, de même que Montréal est construite à partir du fleuve d'une part, du fleuve Saint-Laurent et de la montagne d'autre part. Et donc, on peut imaginer comme ça, repenser les villes ou les redessiner de manière à justement à ce qu'elles partent aussi des animaux qui sont là, plutôt que d'une certaine façon de nous proposer un modèle un peu dans les airs, comme disait Aristophane, à propos des oiseaux, dans les oiseaux, et au lieu de la couper de la nature, et ensuite de se demander comment réintégrer de la nature dans un univers qui n'est pas du tout fait pour elle, qui n'est pas fait pour elle. Donc voilà un peu les questions que je me pose. Voilà, donc, je pense que c'est pas utopique, mais qu'en même temps, il y a tout un travail
disons, de recadrement, en quelque sorte, de nos pensées, de nos concepts et de nos raisonnements. Oui, et notamment cette distinction domestique-sauvage et ville-cité, comme vous venez de l'évoquer. Pour nous aider à comprendre et à commencer à opérer en nous ce renversement de perspective, vous convoquez un conte qu'on a tous connu petit, Babar ou la ville refuge, conte qui nous intéresse aujourd'hui. Cette forêt de Babar, elle est pleine de dangers, là où la ville, pour lui, au contraire, incarne l'élégance et la sécurité. Babar se promène sur le dos de sa maman quand tout à coup, un vilain chasseur, caché derrière un buisson, tire sur eux. Et voilà que le chasseur court pour attraper le pauvre Babar qui se sauve et se met à courir longtemps à travers la forêt. Au bout de quelques jours, bien fatigué, Babar arrive près d'une ville et comme il n'a jamais vu tant de maisons, tant de voitures, tant de monde, il est bien étonné et il s'écrie: mais en voilà des choses nouvelles. Oh, les belles avenues, les belles autos. Oh, les beaux autobus. Pourtant, ce qui intéresse le plus Babar, ce sont deux messieurs qu'il rencontre dans la rue. Oh, vraiment, ils sont très bien habillés. Je voudrais bien avoir aussi un beau costume. Voilà, la ville peut-elle devenir une réserve, un refuge pour les animaux? C'est la question que vous vous posez dans cet ouvrage, Joël Zask. Zoo City, des animaux sauvages dans la ville, qui paraît aux éditions Premier Parallèle. Joël Zask, je rappelle que vous êtes philosophe et vous êtes notre invité pour penser cette question, celle de la cohabitation, de la coexistence, qui semble parfois si difficile à imaginer, que certains ne jugent pas souhaitable, d'autres au contraire pourront trouver dans votre analyse des raisons de l'envisager très sérieusement. Et vous reprenez pas simplement le conte de Babar, mais aussi la métaphore de l'arche de Zoé, qui est assez parlante pour essayer d'imaginer cette coexistence. Quelle architecture faudrait-il mettre en place si on s'inspire de l'arche de Noé pour y parvenir? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette métaphore? Alors c'est peut-être plus qu'une métaphore, je crois que c'est un modèle, on pourrait dire presque quasiment, ça peut jouer le rôle de paradigme ou de modèle. Noé, ce qui est très important, c'est disons qu'on s'est beaucoup occupé en quelque sorte de la forme extérieure de l'arche, mais qu'on a un peu oublié l'intérieur. Or, l'intérieur, c'est un peu comme un jardin partagé. C'est-à-dire que l'intérieur de l'arche est subdivisé en petites niches, et d'ailleurs c'est le terme qui est utilisé dans la Bible, kinim, qui veut dire niche. Enfin, donc la relation avec le sens écologique de ce terme est assez forte. L'intérieur, l'espace intérieur est subdivisé de manière à ce que justement l'ensemble des animaux, des espèces représentées dans l'arche, y trouvent leur place sans se mélanger les unes avec les autres. Il faut ici rappeler que si Adonai fait pleuvoir sur la terre et noie toutes les espèces existantes, c'est essentiellement, ou tous les êtres vivants, c'est essentiellement parce qu'ils se sont tous mélangés les uns avec les autres. Donc ce qui est intéressant, d'une part, c'est effectivement de considérer les systèmes frontaliers, en quelque sorte, qui permettent à chaque individu de mener, dans une certaine mesure, une vie indépendante de ses interférences avec d'autres formes d'existence, et puis en même temps les passages entre les niches. Et donc l'arche aussi est vraiment décrite du point de vue de tous les corridors, si on peut dire dans un langage écologique, ou de tous les passages qui permettent de circuler d'une niche à l'autre, y compris de la porte vers la fenêtre. Le soleil est destiné aussi à circuler dans cet espace, ainsi que l'air, etc., etc. Ce qui est important, c'est que l'arche de Noé, par ailleurs, est ce lieu finalement de sauvetage des animaux qui n'a rien à voir avec un zoo, mais qui est, on pourrait dire, autogouverné par les animaux. Ils rentrent d'eux-mêmes dans l'arche. Ce n'est pas Noé qui les conduit. Noé n'est pas le gardien du troupeau, en quelque sorte. Il n'est pas non plus le prince, il n'est pas le père. Simplement, Noé est au service des animaux. Il va passer... Noé et sa famille, ils vont passer des jours et des jours à nourrir les animaux, les uns après les autres, après avoir, pendant au moins 120 ans, construit l'arche, fait pousser les arbres dont elle est faite, etc. etc. Donc, il y a ici, effectivement, dans l'arche de Noé, un double projet qui est celui de maintenir la diversité des espèces, de la sauver d'une certaine façon, et en même temps de s'inscrire finalement dans les espèces sans aucune hiérarchie, sur un plan d'égalité qui se reflète dans l'architecture de l'arche.
C'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que vous faites à travers voilà, dans cet éloge du voisinage, vous plaidez quand même pour une cité multispéciste plutôt que pour une ville qui veut maîtriser la nature en son sein, avec cette idée de la bonne distance que vous avez déjà évoquée. Zoocité interroge aussi la place des hommes au milieu de tout ça. Le titre quand même fait écho à ce qu'est un zoo. Est-ce que demain les hommes, enfin quelle place ils auront dans ces villes nouvelles ou ces nouvelles villes? Est-ce qu'ils auront aussi la place d'animaux un peu engrillagés comme les autres, ou pour ne pas arriver à ça, il faut peut-être commencer par penser à libérer les villes? Oui, je pense qu'on est un peu dans un zoo dans la ville, et si c'est peut-être aussi ça l'expérience du confinement d'une certaine façon, c'est que beaucoup de gens ont ressenti un enfermement non seulement durant le confinement, mais également un enfermement d'où ils s'étaient extraits pendant le confinement et auquel ils n'ont pas forcément envie de retourner. Donc je crois qu'effectivement, il y a des analyses de la ville, de la ville contre la nature. Toutes les villes ne sont pas contre la nature, heureusement, mais des analyses de la ville contre la nature dans les termes d'un zoo humain, en quelque sorte, de cage à poules, de clapiers, de systèmes très coercitifs qui empêchent la liberté, qui canalisent le mouvement, qui empêchent aussi les relations de voisinage apaisées, qui contraint à des circulations sans fin, qui enferme les individus dans des appartements sans fenêtres, quasiment sur le dehors. Tout ça, ça a été analysé depuis très longtemps. Le zonage, le fonctionnalisme, l'hyperspécialisation des quartiers dans la ville. Bien sûr, là, il s'agit d'un rêve d'architecte ou d'urbaniste. Il s'agit d'une vision de la ville. Et cette vision de la ville n'est pas toujours, bien sûr, réalisée dans les faits. Beaucoup de villes, d'une certaine façon, présentent d'autres aspects que celles pour lesquelles ils ont été prévus. Mais il y a dans, effectivement, la conception, je dirais, dominante de la ville, quelque chose qui est particulièrement, disons, enfermant, étouffant pour ceux qui y vivent. Et aspirer à autre chose, c'est aussi aspirer à faire la ville avec nos libertés, en quelque sorte, et le sauvage qui est en nous. Et c'est un point important, on va terminer là-dessus, Joëlle Zask, ville inclusive, ville écologique, et c'est complémentaire, voire nécessaire à vous lire. Cette ville nouvelle, elle devrait être plus démocratique, à commencer par cette rencontre entre les hommes et les animaux, qui ne peut être planifiée, comme vous l'évoquiez à propos de l'arche de Noé. Il va falloir se retrousser les manches et expliquer, convaincre, peut-être à la manière d'un Yona Friedman que vous citez souvent, l'architecte décédé l'an passé, qui était le penseur d'une ville mobile et penseur d'un urbanisme plus démocratique. Il va falloir quoi? Déverticaliser la décision, convaincre l'homme de la rue que chacun a sa place à trouver dans ce nouvel écosystème? Je pense qu'effectivement, la cité, que Aristote définissait comme la communauté du bien vivre, et qui est une sorte de multiplicité par définition, la cité, c'est l'ouvrage du citoyen. C'est-à-dire, le citoyen est la personne qui s'occupe de son environnement, c'est-à-dire qui exerce une influence sur son propre environnement. Et exerçant une influence sur son environnement, d'une certaine façon, il en préserve une part pour lui, ainsi que pour les générations futures. Et je pense que la citoyenneté est écologique, ou alors ça n'est pas de la citoyenneté. C'est-à-dire que le souci de l'organisation, finalement, de la vie commune fait partie de la définition de la citoyenneté. Il ne s'agit pas uniquement de voter une fois de temps en temps, de protester ou de débattre, mais il s'agit vraiment de créer un environnement, je dirais, durable, pour reprendre des termes qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Et par conséquent, cet environnement durable, on le sait aujourd'hui qu'il inclut d'autres êtres que nous, que ce soit des étrangers, des migrants, des animaux, des plantes, etc., etc. Donc je pense que dès que le citoyen aura une conscience de son pouvoir de citoyen, alors à ce moment-là, nécessairement, il l'accordera via l'étude, via l'information, via la formation, via l'expansion de ses pouvoirs, il accordera à des formes de vie différentes une place de bon voisin, en quelque sorte, et organisera son mode de vie en conséquence. La ville est le lieu du contrat, la cité, celui de l'alliance. Alors, qui sait demain? Merci beaucoup à vous, Joëlle Zask. Zoocity, des animaux sauvages dans la ville, c'est le titre de votre nouvel ouvrage qui paraît aux éditions Premier Parallèle. Et je rappelle que vous êtes cette année
jusqu'à décembre encore, voire à l'été prochain, notre prix Pétrarque de l'essai France Culture. On était heureux d'ouvrir cette rentrée des essais avec vous. Merci beaucoup. France Culture, il est 13h, presque 21, comme je vous l'annonçais en ouverture de l'émission, et comme un jeudi sur deux, c'est l'heure du rendez-vous de la médiatrice. Le retour du rendez-vous de la médiatrice, confiné lui aussi pendant un moment. Voilà, vous avez retrouvé enfin le chemin de ce studio. Emmanuelle Davier, bonjour. Bonjour Olivia Gesbert. Et vous recevez aujourd'hui Sandrine Trainer, directrice de France Culture. Bonjour Sandrine. Bonjour, qui est bien contente d'être dans ce studio avec vous et avec Joël Zask, dont j'ai énormément aimé le précédent essai parce que nous avions du jury. Donc je suis très contente d'être dans ce studio très féminin et de retrouver le contact avec les auditrices et les auditeurs. Emmanuelle Davier. Merci, qui sont évidemment nombreux à vous écrire. Sandrine Trainer, bonjour. Vous avez indiqué qu'en cette rentrée, vous comptiez faire davantage entendre la parole des artistes. Alors cela passe par plusieurs émissions, notamment La Salle des Machines de Mathias Sénard. C'est le nouveau grand rendez-vous littéraire de France Culture. Et par l'émission quotidienne Affaires culturelles d'Arnaud Laporte. Alors difficile d'évoquer Arnaud Laporte sans citer La Dispute qui revient régulièrement dans des messages d'auditeurs ces derniers jours. Ils disent regretter cette émission et une auditrice vous demande, Sandrine Trainer, y a-t-il sur votre radio une émission réunissant des critiques sur les actualités culturelles du moment ? Merci de me donner l'occasion de répondre à cette question. Oui, en effet, ça a été une des conséquences, un des enseignements du grand confinement et de la pandémie que de voir à quel point la parole des artistes manquait, à quel point le monde des imaginaires dont nous avions besoin, peut-être plus que jamais, venait à manquer et continue à manquer. La culture rencontrant une crise tout à fait bouleversante. Et il nous a semblé important, effectivement, de renforcer cette parole des artistes sur l'antenne de France Culture, c'est comme ça que nous nous appelons. Alors, nous n'avons pas voulu pour autant supprimer l'exercice critique, même s'il m'a semblé qu'il restait à la fois tout à fait important et peut-être un tout petit peu plus secondaire dans cette période où moins d'œuvres viennent à être publiées, jouées, interprétées. Néanmoins, c'est un exercice tout à fait important dans la vie démocratique de la culture. Et donc, chaque vendredi, désormais, Olivia Gesbert cède sa place à Lucille Como, qui présente une émission qui s'appelle tout simplement La Critique. On ne peut pas se tromper. C'est de 12h à 13h30. Il y est question de l'ensemble des arts. Ça a commencé la semaine dernière. Ça continue demain, ce qui permet à Olivia, mais nous allons y venir, je crois, un peu plus tard, Emmanuel, de dégager un peu de temps pour faire autre chose sur notre antenne. Et en attendant, je peux même vous donner déjà le programme de La Critique de demain, entre midi et 13h30. Il y aura des expositions, celle d'Yves Klein et de Christo, en débat, en discussion, puis de la littérature, avec le très beau livre, mais ça je ne devrais pas le dire, de Jean Rollin, et un premier roman assez sombre, celui de Gilles Ribeiro. Voilà, au programme de La Critique de Lucille Como, demain, entre midi et 13h30. Mais alors, un mot pour répondre aussi à l'auditrice, un mot sur Arnaud Laporte. Alors, Arnaud, je crois que c'est bizarre de parler en son nom, mais Arnaud, nous avons ensemble conçu cette nouvelle émission. Évidemment, ça faisait 9 ans qu'il faisait La Dispute. Il avait envie de changer. Ça a rencontré l'air du temps et Lucille Como était son adjointe, donc elle devient productrice. C'est toujours un grand plaisir quand une jeune femme talentueuse accède à l'antenne. Et donc Arnaud Laporte, il fait cette émission très exigeante. C'est un vrai magazine. Il y a du grand entretien. Il y a une manière de croiser les phénomènes culturels d'aujourd'hui et la parole des universitaires sur ces phénomènes culturels. C'est Marie Sorbier qui fait ça avec Arnaud Laporte en plateau. Et puis, on accueille des journalistes et du réseau France Bleu et de la rédaction internationale de Radio France pour nous parler de ce qui se passe, des phénomènes marquants, toujours dans le domaine de la culture, aussi bien partout en France que partout dans le monde.
Alors ça, c'est donc très transversal. Parmi les autres points forts de votre rentrée, il y a la volonté de renforcer les savoirs et la connaissance, évidemment, là encore, de façon pluridisciplinaire. Est-ce qu'à travers cette pluralité de disciplines, il y aura également pluralité des points de vue, et en particulier dans le domaine médical et le domaine des sciences? Parce que ce qui est notable dans les messages que l'on reçoit en cette rentrée de vos auditeurs, eh bien, c'est le souhait d'entendre des avis contradictoires, des analyses, des voix différentes. Alors, Sandrine Trainer, veillez-vous à ce que tous les points de vue puissent être entendus sur votre antenne? Eh bien non, Emmanuel, au risque de vous surprendre, je pense que la science n'est pas qu'une affaire de point de vue. Donc il ne s'agit pas de faire entendre chaque opinion. La science n'est pas qu'une affaire d'opinion, n'est pas une affaire d'opinion même. Et c'est en tout cas pas comme ça que nous l'envisageons sur l'antenne de France Culture. Et tout le travail qui a été fait par Nicolas Martin, l'équipe de la méthode scientifique, précisément pour dire, en fait, la science, ce sont des faits, jusqu'à preuve du contraire, bien sûr, et continue à être présent dans notre réflexion. Donc non, il ne suffit pas d'avoir un point de vue médical ou scientifique pour qu'il trouve place sur cette antenne, et nous veillons, si vous voulez, à être aussi à justifier nos choix et à justifier nos sources. D'ailleurs, c'est un travail que Nicolas Martin va reprendre en matinale, parce que si vous entendez le lundi que telle chose est grave et le mardi que la même chose ne l'est pas, au fond, qu'est-ce qui permet au final à la citoyenne, aux citoyens de se faire un avis? Donc il y a débat d'idées partout. Il y a débat partout où il y a échange d'idées. En revanche, sur le terrain de la science, non, tous les points de vue ne sont pas égaux. Non, mais je vous remercie pour cette transparence, parce que c'est vrai que vous pourriez de façon très confortable répondre que oui, tous les points de vue peuvent être entendus. Eh bien là, la réponse est très affirmée, et je pense que vous allez le découvrir dans la lettre demain de la médiatrice. Il y a beaucoup de demandes de points de vue contradictoires. Eh bien la réponse là, elle est tranchée. On termine avec l'évocation d'un nouvel exercice auquel on peut se soumettre, peut-être avec une certaine angoisse, mais aussi avec de la délectation. C'est la dictée géante dans l'émission En français dans le texte, proposée le samedi à 17h par vous, Olivia Gesbert. La dictée géante, Sandrine Trainer, quelle a été votre intention éditoriale en proposant ce nouveau rendez-vous? Alors donc, la dictée géante s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle émission qui dure 1 heure. La dictée, elle commence vers 17h35, 17h40 jusqu'à 18h. C'est la deuxième partie de cette émission, qui est une émission qui est à la fois tournée vers les collégiens et les lycéens, et en même temps, je pense, un formidable moment intergénérationnel qui peut réunir des parents, des grands-parents et les enfants et petits-enfants. Elle a été conçue avec le ministère de l'Éducation nationale, en tout cas en appui, plus exactement, sur les compétences des professeurs de français, d'histoire, de philosophie. Et sur cette deuxième moment de l'émission, oui, on a pensé que la dictée était un véritable moment de rencontre, que l'on veut plutôt ludique, n'est-ce pas, Olivia, hein? Il s'agit de jouer avec les mots, on apprend, on révise, et en même temps, on passe un moment, je crois très, très agréable. Vous savez, on essaye de faire se rencontrer le plaisir et la connaissance sur France Culture. Oui. Et c'est comme ça qu'on a conçu ce programme avec Rachid Santaki, qui avait créé cette idée de dictée géante. C'est parti des cités, c'est parti des banlieues, ça s'est répandu partout en France. Et Rachid, je crois, Olivia, a ce talent justement de rendre cet exercice proche. Il dicte avec beaucoup de générosité. Et d'ailleurs, si vous voulez vous préparer pour la dictée de samedi, 17h, En français dans le texte, autour de 17h30, il faut relire tout Balzac. C'est pas très compliqué. Parfait, on a déjà relu tout Hugo pour la première. Voilà. Cette émission, elle est vraiment née du plaisir qu'on a trouvé tous à réentendre ces grands textes pendant le confinement. Et ici, autour de la grande table, toute l'année, on fait vivre à la fois des voix plus contemporaines, de la culture, des idées. On retrouve le samedi, c'est complémentaire. On retrouve ces voix plus classiques, mais
qui nous font rêver aussi à travers leurs textes, à travers leurs mots et regarder ce monde autrement. Voilà, en quelques mots. Et quoi qu'il en soit, je peux vous rassurer, vos auditeurs de France Culture ne font pas de faute d'orthographe ou d'accord lorsqu'ils écrivent au service de la médiation. On a bien de la chance parce que nous, on en Oui, fait parce beaucoup. que nous, de temps en temps. Merci Sandrine Trainer. Merci à vous. Merci à vous, Emmanuel Davy. Merci beaucoup, Sandrine Trainer. Ce week-end, nous serons à Deauville en soutien au cinéma pour l'ouverture du Festival du film américain. On en reparle autour de la grande table lundi. Merci à toute l'équipe pour cette très belle semaine. Oriane Delacroix, Henri Leblanc, Jean Bulot à la programmation, Laura Dutèche-Pérez à la préparation. Merci à Lou Quevaux-Villers, Madeleine Martineux et Anouk Delfino pour leur aide précieuse cette semaine encore. Réalisation signée Thomas Beau, aujourd'hui avec Alex Dang. Dans un instant, je vous laisse en compagnie de Sonia Krenlund pour Les Pieds sur Terre. Et puis demain, Lucille Como, La Critique. Vous avez tout suivi, tout noté. On se retrouve aussi samedi pour la dictée. France Culture, il est 13h30.